Le sujet d'aujourd'hui, donc quel est l'intérêt d'une externalisation RH et comment la réussir? On a du coup Laurent avec nous, qui est président de Worklife, Jonathan et moi qui sommes de GetPro, et on va aborder ce thème à travers deux thématiques, l'externalisation du service et de la fonction RH et l'externalisation de la fonction RH par la tech et par la valeur qui est la mission de Worklife. Pour se présenter très rapidement, donc nous, GetPro, nous sommes spécialisés dans les problématiques de recrutement. On propose une suite de services RH dédiés au recrutement avec une offre de recrutement type cabinet de chasse, une partie de recrutement qu'on appelle l'executive search et un sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, l'externalisation de la fonction RH, essentiellement des recruteurs que nous mettons à disposition d'entreprises ou des DRH de transition. Et enfin, on a un département évaluation où on propose des méthodologies d'assessment pour aider les entreprises à mieux recruter ou à faire monter en compétences des collaborateurs. Donc pour l'historique, c'est une société que j'ai fondée avec mon associé en 2015. Nous sommes présents à Paris, Bordeaux et Marseille. On fait un chiffre d'affaires d'à peu près 5 500 000 euros. Nous sommes présents en France et également à l'international, ce qui représente 10% de nos missions ou de nos recrutements. Nous sommes 45 aujourd'hui. On accompagne 400 clients et on effectue plus d'une centaine de missions d'externalisation par an. Un mot sur Worklife. Avant, pour remonter sur l'histoire de Worklife, qui est une société plus récente, je vais vous parler de l'aile ou la cuisse, si vous vous souvenez, Julien Guillaumard, le personnage qui joue le rôle du méchant. En fait, c'est celui qui a inventé le ticket restaurant dans les années 60 et la nourriture collective aussi. Et tout ça, ça a donné le ticket restaurant papier qu'on connaît bien dans les entreprises. Mais on voit bien le côté un peu vieillot du ticket restaurant et de cette histoire que je viens de vous raconter. Donc Worklife, c'est venu mettre un petit coup de neuf dans cet univers-là en prenant le sujet de façon complètement différente, comme le font tous ceux qui disruptent un secteur. Et donc est venu par la digitalisation, la carte qui permet de paramétrer un grand nombre de choses. Et la capacité par rapport à cet ancien monde, c'est que l'ancien monde, vous vous souvenez des tickets restaurants qui étaient acceptés que dans quelques restaurants parce qu'il y a une commission qui est perçue. Là, cette carte, c'est une vraie carte bancaire, donc elle est acceptée partout où elle doit être acceptée, sans commission. Et donc ça permet par des paramétrages une très très grande ouverture sur les cas d'usage dont a besoin l'entreprise, que ce soit pour créer des avantages salariés, tickets restaurants très classiques ou des choses plus personnalisées qu'on évoquera tout à l'heure. Alors, rentrons dans le vif. Tout d'abord, est-ce que certains parmi vous ont déjà fait appel à de l'externalisation de fonctions RH? Rapidement pour... Non? Peu? Ok. Une personne, d'accord. De quoi parle-t-on quand on parle d'externaliser la fonction RH? Il y a trois cas différents, trois possibilités. Externalisation ponctuelle, donc là on a besoin de remplacer une personne spécifique. Ça arrive très souvent dans des remplacements de congés maternité ou d'arrêt maladie. Un besoin d'externaliser, d'une externalisation fonctionnelle, externaliser toute la fonction recrutement par exemple, la fonction paie également. Et enfin, des cas d'externalisation totale, donc de réussir à déléguer l'ensemble de la fonction RH. Première question, c'est pour se dire, mais comment ça se fait qu'on parle d'externalisation de la fonction RH alors que la fonction RH est support de l'entreprise, au cœur du système, et du coup, il y a quand même un intérêt à l'internaliser. L'intérêt de l'externalisation RH vient du fait que la fonction RH, elle est très sensible aux différentes situations et phases économiques. On peut voir, donc, et là on l'a très bien vu, je pense, ces 4 dernières années, on a eu une période d'euphorie économique, puis une période qu'on va appeler de récession, avec des entreprises qui ont pas mal souffert et connu des circonstances très différentes. Pour la petite anecdote, en préparant cette slide, je me suis souvenu d'un appel d'un DRH courant 2022, d'une scale-up très en vue, qui m'a appelé, qui m'a dit bah, écoute, là je suis vachement embêté, je suis en train de réduire mon équipe par 2, on me demande de faire des plans sociaux parce que c'est pas dans mes compétences et c'est pas pour ça que j'ai signé. Et en fait, oui, il a raison, c'est pas du tout le même environnement et le même métier en phase d'hypercroissance et en phase de récession. Donc si on parle de phase A et de phase B, les caractéristiques du coup de la fonction RH en période de forte croissance, donc ce que j'ai appelé phase A, en général, on va chercher à avoir des équipes importantes et avec un coût salarial qui est non négligeable. On a vu une flambée des salaires, notamment dans la fonction recrutement tech, où là on a vu des salaires
assez impressionnant. On va chercher une expertise particulière sur le recrutement, l'intégration et la rétention. Ça va vite, si c'est pas très bien cadré, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que le bateau avance et qu'on recrute les bonnes personnes, qu'on les intègre et qu'ils restent. Et du coup, c'est les personnes à la fonction RH ont un état d'esprit dans cette phase-là de projection et même, on pourrait dire, d'idéalisme. On construit l'entreprise de demain. Alors qu'en phase B, là, la réalité est différente. En période de récession économique, on va chercher à réduire cette fonction RH au maximum. On va chercher une expertise plutôt sur la réduction de coûts, le droit du travail, il y a peut-être plus de conflits qu'en phase d'euphorie, et d'optimisation des ressources. Et là, on a un état d'esprit des personnes qui sont dans la fonction RH beaucoup plus tourné sur la rationalisation et sur une approche très pragmatique. Et c'est là la grande difficulté, c'est que comme on le voit, en fait, l'équipe, le dispositif RH n'est pas du tout le même en phase A et en phase B. Et à l'image en fait, de cet appel avec ce DRH, en fait, ce ne sont pas les mêmes personnes, parce que ce n'est pas le même état d'esprit, on ne va pas chercher les mêmes expertises et les tailles d'équipe sont différentes. Donc, il faut pouvoir s'adapter et s'adapter très rapidement. La montée en compétence sur des nouvelles expertises, on ne la prend pas du jour au lendemain. Or, on a vu que les changements économiques étaient assez brutaux parfois. L'état d'esprit, pareil, ça ne s'invente pas. Et la taille d'équipe, en France, c'est assez compliqué de diminuer drastiquement une équipe, comme même de la faire augmenter très rapidement. Donc ça demande des dispositifs très souples et c'est là où l'externalisation de la fonction RH fait tout son sens. En fait, selon les tailles d'entreprise, les cas peuvent être différents dans l'utilisation de l'externalisation RH. Et en fait, là, ce que je voulais vous présenter, c'était certains cas qui peuvent être pertinents pour vous, surtout en tant que DAF, potentiellement. Donc, si on est dans un environnement plutôt scale-up, start-up, scale-up, il y a différents scénarios que nous, on a identifiés, sur lesquels on a été sollicité. Quand on est en phase, par exemple, de pré-levée de fonds et qu'on constitue son dossier, l'équipe est très importante, y compris la fonction DRH. Ça peut être un moment pertinent pour ajouter cette compétence à son équipe. On a souvent été sollicité dans ce cas de figure. Une fois qu'on a fait la levée de fonds, on est souvent challengé sur du coup, les recrutements. Souvent deux aspects, des recrutements techniques et des recrutements, on va dire plutôt business, de commerciaux, notamment là où la rentabilité est attendue rapidement. Et donc là, en fait, on intervient très régulièrement. Alors ça, c'est un cas d'usage très fréquent de l'externalisation du recrutement. En anglais, c'est le RPO, Recruitment Process Outsourcing. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et donc là, on a plusieurs exemples de réalisations qui sont très pertinentes parce qu'en fait, le plan de recrutement est en fait, il y a beaucoup de recrutements à réaliser sur un temps très réduit. Donc, par exemple, dans les 6 à 12 prochains mois, j'ai 30 recrutements à réaliser sur des fonctions sales et tech. Et ben, c'est pas forcément pertinent d'avoir un recruteur à temps plein en CDI, parce que finalement, une fois que le plan de recrutement est fait, ça devient un coût fixe qui n'est pas forcément optimisé. Mais c'est bien d'avoir un recruteur spécialisé qui vient plug and play, du coup s'intégrer directement dans vos équipes. Donc là, par exemple, pour une fintech qui a fait une grosse levée de fonds qu'on a accompagnée, on a réalisé, pour vous donner un ordre d'idée, avec les outils expertise, 36 recrutements sales et tech en 10 mois. Mais après ça, à part quelques remplacements, ils n'ont eu plus besoin de nous. Donc la mission est terminée. Et donc là, ils font appel à nous sur des recrutements ponctuels, plutôt via de la chasse, quoi. Et donc ça, c'est un cas qui peut être très, très pratique, entre guillemets, dans l'utilisation de l'externalisation RH. Un autre élément qui est intéressant, c'est chercher une expertise fonctionnelle très spécifique. Par exemple, on nous a missionné, donc là c'est une scale-up dans la transition énergétique dans le bassin lyonnais, qui recrute de manière très volumique et qui avait besoin de trouver un ATS. Sauf qu'elle n'avait pas les ressources ni le temps pour faire l'audit et trouver le bon outil. Donc là, on a mis un consultant qui a réalisé une mission pour trouver le bon ATS par rapport à ses besoins et l'implémenter auprès de ses équipes. Ça, c'est un bon usage aussi de l'externalisation RH.
Et ça peut être aussi un travail sur la grille des compétences, un travail sur la marque employeur. Autre élément intéressant c'est le passage à plus de 50 salariés, qui est un cas très fréquent et que beaucoup d'entreprises rencontrent en phase de scale. Et là, on n'a pas forcément la compétence pour la mise en conformité, notamment mise en place du CSE, règlement intérieur, mise en place du document unique pour tout ce qui est sécurité, etc. Ça, on est très souvent sollicité également, parce que c'est un cas qui est juste temporaire, en fait. On n'a pas besoin... le passage à 50 salariés, c'est un instant T, et une fois que c'est fait et qu'on est en conformité, c'est réglé. Pour les entreprises qui sont de plus grande taille et qui se développent, qui sont plutôt des PME, par exemple 400, 500, 600 salariés, un des éléments qui peuvent être intéressants, c'est quand, par exemple, on se développe par croissance externe, donc on intègre des nouvelles organisations, des nouvelles personnes. Ce qui est difficile, c'est l'harmonisation des hommes et des process. Et c'est difficile aussi parce qu'on est parti pris quand on est, par exemple, fondateur, CEO ou dirigeant, parce que il faut aussi intégrer les dirigeants de l'autre organisation, c'est un peu compliqué, donc c'est bien d'avoir un regard extérieur et auditer un peu les différentes organisations de manière à harmoniser ensuite les process et les outils. Il y a aussi toute la partie administrative, la gestion des contrats du travail, la gestion de la paye, par exemple. Monsieur en parlait, parfois ça peut être aussi quand on change de convention collective. Par exemple, dans la métallurgie. Il y a eu un gros changement au 1er janvier 2024, où il y avait 36 conventions collectives juste associées à la métallurgie, et c'est passé en une convention unique. Et donc là, il fallait se mettre en conformité, que ce soit sur les documents administratifs ou les contrats de travail, etc. Et la grille des salaires aussi. Et donc ça peut être aussi un autre cas d'usage. Voilà, ça vous donne des idées aussi. En fait, c'est tout l'objectif là, c'est de vous donner des idées de la bonne utilisation de l'externalisation RH. Pour les grands groupes, on en a parlé, je ne vais pas revenir, c'est par exemple dans le cadre des PSE. Et les grands groupes font souvent appel aussi à des recruteurs externalisés pour aller chasser des talents très spécifiques où ils n'ont pas forcément la compétence pour aller les trouver. Et souvent, quand on passe, par exemple, par une société, un prestataire comme le nôtre, on a aussi un écosystème tech qu'on connaît bien, que les grands groupes aimeraient bien attirer. Et donc, on permet de faire le pont entre l'écosystème tech et les grands groupes. Et ça aussi, c'est des choses qui intéressent beaucoup les grands groupes. Pour synthétiser, ce qu'il faut retenir, surtout quand on est DAF, quand on veut faire appel à l'externalisation RH, c'est de variabiliser ses coûts. Soit réduire ses coûts en phase... parce qu'en fait, la fonction RH est une charge fixe à la base. Et donc, quand on les variabilise sur des pics d'activité ou sur des réductions d'activité, là, ça a tout son intérêt. Ça permet aussi d'accéder à une expertise qui est très pointue, parce que c'est un métier de savoir recruter, de savoir, ça peut être aussi du droit du travail, c'est un métier très spécifique. Ça permet de gagner du temps aussi, en le déléguant, et de se concentrer sur son cœur de business. Et évidemment, c'est hyper flexible, réactif, ça existe en part-time, full-time, 3 mois, 6 mois, 2 jours par semaine, et avec un réseau d'experts, on peut plug and play une ressource sous 48 heures. Donc ça peut se mettre en place très rapidement. Pour bien réussir son externalisation de la fonction RH, 5 éléments clés, parce qu'il n'y a pas de baguette magique. Le premier, c'est de bien définir son besoin par des objectifs clairs. Qu'est-ce qu'on attend de cette externalisation? Choisir le bon prestataire. Là, on vous encourage à être très regardant, donc prise de référence évidemment, mais aussi sur la façon de structurer le suivi, le cadrage de la mission. C'est là où une mission bien suivie, normalement, elle va bien aboutir. Définir des bons indicateurs clés de performance qui vont accompagner le suivi hebdomadaire de la mission et donc assurer une collaboration fluide, une bonne communication et le suivi régulier que je mentionnais, et enfin savoir mettre fin à la mission, l'externalisation que ce soit bien temporaire, et le documenter. S'assurer aussi que tout ce qui va être produit pendant la mission appartient bien au client, ça contractuellement, ça faut bien le vérifier, mais normalement ça doit être le cas, et bien tout documenter pour permettre aux équipes internes de prendre le relais. Ce qu'on vient de voir, c'est comment on peut externaliser
en sortant des compétences vers des expertises, des compétences à des moments clés de l'entreprise. Une autre façon d'externaliser, c'est d'externaliser en intégrant de la technologie qui va permettre d'augmenter finalement la valeur du RH. Quand on regarde bien dans une entreprise, un des challenges clés du RH, c'est comment on attire les bonnes compétences, comment on retient les bonnes compétences. Et dans ce sujet-là, l'une des dimensions qu'on a, c'est la difficulté sur un grand écart de perception entre une entreprise qui a l'impression que le coût du travail est assez élevé et des collaborateurs qui ont l'impression d'être finalement assez mal payés par rapport à ce qu'elles apportent comme valeur dans l'entreprise. Et on comprend bien pourquoi il y a cette dichotomie quand on voit la différence entre ce qui est touché par le collaborateur au final et ce qui est payé par l'entreprise. Et donc l'un des enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est comment on peut valoriser tous les outils qui existent aujourd'hui et qui permettent justement de réduire cet écart-là et de compléter la rémunération de façon un peu attractive. Et c'est là-dessus qu'on est, notamment parce que les pouvoirs publics mettent à disposition des entreprises beaucoup d'outils, mais qui sont des outils qui pourraient être activés, butent sur deux choses. D'abord, le coût de gestion et la qualité de ces outils qui deviennent des outils technologiques, je vais revenir sur lesquels. Et deuxièmement, la perception, comment on fait pour que les collaborateurs, au-delà de ce qui touche sur le bulletin de salaire, se rendent compte de ces autres avantages qui sont rentrés dans la rémunération globale. Donc par exemple, c'est l'assurance collective que paye une entreprise. C'est les primes que vous pouvez avoir de l'épargne salariale. Il y a ce qu'on a appelé la prime Macron qui devient une prime de partage de la valeur qui maintenant va concerner les entreprises de moins de 50 salariés au 1er janvier 2025 ou sur laquelle il peut y avoir des abondements d'entreprise. Et puis, il y a tout ce qui peut être avantage salarié. Je l'ai cité un peu en introduction tout à l'heure en parlant des plus connus, le ticket restaurant, mais maintenant on connaît de plus en plus les primes mobilité, notamment qui peuvent être des primes de mobilité verte, qui est une façon pour l'entreprise aussi de traiter des sujets de RSE. Ça peut être le télétravail, ça peut être des avantages qui sont liés à la culture d'entreprise. Si vous avez besoin, par exemple, d'avoir une carte pour affecter de l'argent à une dépense qui est dans des clubs de gym où les gens vont se retrouver dedans, la même carte peut servir à guider de l'argent que vous mettez à disposition que vers ce type de dépenses, de la même façon que vous aviez des budgets qui pouvaient être que sur le repas du midi ou qui peuvent être que pour acheter des moyens de transport, mobilité verte, dans le cas que je citais tout à l'heure. Donc, c'est tout ça qu'on peut faire aujourd'hui. Et la question clé qui est derrière, c'est si je mets de l'argent, comment il est valorisé? Et souvent, quand je rencontre des entreprises, je leur pose la question, mais combien vous mettez à disposition des salariés sur ce type d'avantage salarié? Parce que pratiquement toutes les entreprises ont au moins un avantage salarié, quelquefois cumulé. Ma grande surprise, c'est de me rendre compte que souvent, elles ne savent pas elles-mêmes le cumul de ces avantages-là. La rémunération, la masse salariale, elles connaissent, mais ces avantages-là, beaucoup moins. Et là, on comprend bien toute la difficulté qu'il y a pour que les collaborateurs se rendent compte, quand même au niveau de la fonction RH, quelquefois on a du mal à se rendre compte et à prendre conscience de ça pour le valoriser. Donc c'est cette question-là qu'on va traiter, d'une part en donnant 3 outils à l'entreprise qui va permettre de le mettre en avant. La première, c'est de piloter. Donc c'est une sorte de console qui va lui permettre de piloter le type d'avantage qu'elle aura décidé et négocié avec son corps social, pour dire, voilà, tel type de salariés peuvent avoir tel type d'avantages. Alors ça peut être les commerciaux, ça peut être les gens qui habitent loin, ça peut être les techs pour les attirer. Vous pouvez avoir des politiques qui sont adaptées à des cas, à des catégories bien définies. Vous avez des avantages plus généraux et que vous allez pouvoir piloter d'année en année par rapport aux accords d'entreprise que vous pouvez avoir, par rapport aux entrées et sorties. Vous allez avoir une application qui va être dans la main du collaborateur pour pouvoir utiliser ces avantages, une application qui est dans la main des collaborateurs et qui va pouvoir piloter ces avantages, voir ce qui lui reste comme avantage qu'il n'a peut-être pas utilisé. Un exemple tout bête, c'est l'abondement d'entreprise. Quand vous mettez à disposition des collaborateurs un abondement, est-ce qu'il l'a utilisé ou pas? Souvent, on communique qu'en fin d'année et c'est difficile qu'ils se rendent compte parce que c'est au moment de l'avantage fiscal qu'ils se rendent compte. Même chose pour ce qu'on a pu rembourser en assurance. Tout ça, on peut le valoriser dans un bulletin social individuel qui souvent est un papier qu'on envoie une fois par an, mais qui peut être dans cette application. Donc l'application du quotidien que vous allez avoir dans les mains de vos collaborateurs, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Ça a énormément de valeur parce que ça permet de faire cette communication quelquefois qu'on fait de façon disparate. Ça peut aussi se substituer à un outil presque d'intranet pour parler à des collaborateurs
qu'on ne voit pas. Alors les grandes entreprises, quand elles ont des collaborateurs sur un PC, elles peuvent avoir quelque chose pour discuter avec eux. Mais si vous avez des entreprises qui sont plus loin, qui sont sur le terrain, c'est plus compliqué. Donc la valeur d'avoir une app pour dialoguer, c'est extrêmement important. Et le dernier outil, c'est une carte intelligente qui va justement permettre, par rapport au fonds que vous avez affecté, de pouvoir piloter ce qui est affecté où. Et donc, il n'y a plus besoin de suivre ces dépenses. Tout ça va être géré par la carte et vous n'avez pas besoin, quand vous avez des frais qui auraient été affectés, de savoir si la personne avait le droit de l'utiliser ici. Dans l'exemple que je donnais, par exemple, d'un avantage que je peux utiliser dans les salles, d'un avantage sport que dans les salles de sport, vous allez pouvoir piloter ça à votre main par rapport à ce que vous avez piloté, vous avez décidé, et le collaborateur, lui, n'a pas besoin de se poser la question, il n'a qu'à utiliser une carte bancaire, qui, comme je le disais, sera utilisable partout où vous avez un professionnel du secteur que vous avez paramétré, pas les partenaires de WorkLife. Donc ça, c'est extrêmement important. Et vous voyez que dans la démarche qu'on ouvre, c'est une démarche qui permet vraiment d'ouvrir un dialogue sur ces nouveaux avantages qui sont défiscalisés. Quand on cumule tous les avantages, c'est à peu près 6 000 € qu'on peut faire sur les avantages salariés, plus les avantages que vous avez avec l'abondement. Donc on arrive à des compléments de rémunération qui sont loin d'être anecdotiques. Et ce qui est important qu'on voit à la page d'après, c'est que si on vient par la tech, il est important que ça aille jusqu'au bout de la simplification. Et donc il est important d'avoir des outils qui sont capables de s'intégrer avec le SIRH, qui vont permettre d'automatiser un certain nombre de déclarations derrière. Si vous mettez des avantages, il y a des déclarations URSSAF à faire, et donc d'automatiser ça sans que ça soit une usine à gaz que vous récupérez de l'autre côté, qu'on simplifie d'un côté et de l'autre. Non, là, on prend l'ensemble de la problématique, à la fois en termes d'usage pour le collaborateur, en termes de valorisation pour le DRH, et en termes de simplification administrative et SI, du côté plutôt DAF et SI. Donc c'est une solution complète qui facilite l'externalisation de la valeur qu'on a décrite depuis le début. Quels sont les taux d'adoption par les utilisateurs, par les salariés de l'application? Quel est l'usage et est-ce qu'il y a des métriques et des KPI que tu peux partager avec nous? Alors en fait c'est très fort parce que le fait de pouvoir avoir le ticket restaurant dedans, c'est quand même quelque chose que les gens, quand ils ont besoin de manger le midi et qu'ils savent qu'ils ont une carte, si quelqu'un s'en est pas aperçu, vous avez toujours les collègues pour vous le rappeler. Donc le ticket restaurant est pour nous une façon d'entrée où le taux d'adoption se pose même pas. Et donc comme vous utilisez votre carte et vous utilisez votre app, dans l'app vous vous rendez compte de tout ce que vous avez à ce moment-là. Les autres fonctionnalités de l'app qui à mon avis sont intéressantes, est-ce que les utilisateurs y trouvent vraiment de la valeur et est-ce qu'ils reviennent tous les jours, toutes les semaines, tous les mois pour utiliser ces fonctionnalités? Alors, si par exemple on parle de l'assurance collective qu'on peut proposer, ça va plutôt être un lien vers l'assurance collective. Donc c'est plutôt une visualisation de cet avantage, voire de pouvoir remonter dans le BSI cet avantage. Donc là, ça dépend de la qualité de votre SI pour pouvoir remonter et automatiser ça, qui va permettre de le voir. Mais si je repars sur l'assurance, en fait, les gens y pensent. Le problème, c'est pas tant qu'ils y pensent en termes d'usage, c'est plutôt qu'ils le valorisent. Donc notre sujet va être plutôt un sujet de valorisation de ce type d'avantage, pas d'adoption, de perception. Et c'est ça qu'on veut attaquer, c'est pour ça qu'on vient dans cette session, on ne vient pas promouvoir les avantages salariés, on vient promouvoir le fait que dans la fonction RH, il y a cette difficulté à valoriser sa politique RH. Et c'est là où la technologie devient une aide. Et finalement, le sujet des avantages salariés est presque un outil connexe à cet objectif de moyen terme de l'entreprise. J'ai une autre question. Est-ce que l'outil est interfacé avec les logiciels comptables? Parce qu'on peut avoir une vue en temps réel de pas mal de choses et ça peut être très avantageux aussi pour la direction financière. Alors, on a un certain nombre d'interfaces avec les grands logiciels. Là, il faut regarder au cas par cas par rapport à ceux que vous utilisez. Voilà. Et on a un système d'API qui, de toutes les façons, permet aussi d'ouvrir un certain nombre de cas d'usage qu'on ne traite pas nativement, mais qu'on peut adapter par rapport au SI de l'entreprise. Pour donner quelques références, il y a des très grands groupes et on distribue dans le groupe Crédit Agricole, donc à des toutes petites entreprises. Des références Saint-Gobain, Allianz, Amazon, qui n'est pas, à mon avis, le moins demandeur en termes d'expérience client. Ça vous donne quelques idées de la complexité d'intégration qu'on sait gérer et à la fois sur des toutes petites où il faut avoir un outil simple. J'ai une question pour GetPro.
En moyenne, vous accompagnez plus des scale-up, PME ou grands groupes, et comment est-ce que vous pouvez nous faire quelques retours d'expérience sur la partie scale-up? Comment vous accompagnez une start-up qui devient une scale-up? À peu près 25% de grands groupes, 75% PME et scale-up, on va dire. Et on les accompagne sur des problématiques assez différentes. Les grands groupes, c'est surtout sur des structures de RPO que mentionnait Jonathan, donc d'avoir des recruteurs spécialisés sur, par exemple, la construction d'une équipe tech, voilà, pour des grands groupes où il y a besoin d'avoir plusieurs recruteurs sur des missions long terme. Et sur la partie scale-up, on intervient sur les différentes phases des RH de transition et également sur des postes de RRH, voilà, pour les aider à structurer l'ensemble de leur process et également des recruteurs, mais qui vont aussi avoir un aspect plus de structuration ainsi que de mission de recrutement. Juste un mot, c'est le pur hasard, mais il y a 3 ans, on utilisait les services de GetPro au Startup Studio La Fabrique by ICA, avant qu'on internalise la fonction. Et donc voilà, vous avez devant vous un client satisfait. Une question pour revenir sur l'activité de GetPro et puis le produit, l'activité et même le modèle économique. Est-ce que c'est uniquement le soft et la plateforme que vous vendez, ou est-ce que vous avez aussi une part de service d'accompagnement? Et dans ce cadre-là, par rapport aux 5,5 millions que vous présentez, est-ce que vous pouvez nous donner grande masse la part d'accompagnement projet versus la part de plateforme ARR? Alors très clairement, nous c'est du service. Donc c'est des outils que on va dire le recruteur ou les RH vont utiliser. Évidemment, ils sont bien équipés, mais c'est pas quelque chose qu'on va commercialiser. C'est un outil qui est à la disposition de notre équipe. Nous, pour répondre à votre question, 99% de notre chiffre d'affaires, c'est du service. Et le 1% restant, on commercialise également des tests psychométriques. Ça, c'est plus du soft qu'on a développé nous-mêmes. Voilà. Pour faire le lien avec les deux interventions, est-ce que vous voyez des liens possibles entre GetPro et WorkLife? Oui, mais justement, moi je me suis dit que j'allais t'en parler après. Mais nous, quand on intervient, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir des personnes qui peuvent promouvoir, donc qui ramènent tout de suite une expertise à nos clients et qui peuvent promouvoir des solutions qui peuvent les aider à structurer leurs fonctions RH, et aussi des solutions qui leur permettent de valoriser, par exemple, les compléments, toute la partie salariale qui aujourd'hui n'est pas facilement valorisable. Et nous, que nos consultants connaissent des WorkLife, par exemple, et puissent, quand ils voient le besoin chez le client, le proposer. Je pense que c'est très intéressant pour WorkLife, évidemment, mais aussi pour nous, de renforcer notre expertise sur les solutions pertinentes sur le marché. Donc ça, c'est un cas, là, spontanément, que moi, je vois. Pour finir avec un mot, je donnerai la parole à Humphrey Bogart dans Casablanca, qui finissait le film avec « C'est le début d'une grande amitié ». Voilà, c'est ça. Merci.